Bon, il nous en reste 3. C'est long, hein. Allez, on fait Colonistrat, il est rapide. Colonistrat, c'est quoi? Le jeu vous permet de créer... Ah, attends, faut que je change. Parce que sinon, voilà. Ils vont se plaindre encore. Qui vont se plaindre, sans déconner. Voilà, quoi. Colonistrat, c'est quoi? Le jeu vous permet de créer un bâtiment à partir d'éléments culturels divers. Le bâtiment est fictif et sert de métaphore, mais le jeu s'inscrit dans le contexte de l'Indochine coloniale. Le gameplay, vous devez bâtir selon votre goût, mais en suivant des injonctions qui se contredisent à mesure que l'histoire progresse. En drag and drop, depuis l'inventaire, en assemblant diverses pièces architecturales, on aboutit fatalement à un objet bigarré d'influences multiples. Il s'agit d'un jeu créé la scientifique déjà, tout ça. L'intérêt historique. La question générale est celle de la transmission et de la valeur du patrimoine historique. Que garder, comment le garder, pourquoi le garder, que raconte ce que l'on garde. Dans le cadre très spécifique du Vietnam durant la période coloniale, c'est la question de la préservation de bâtiments actuellement non protégés, portant en eux une histoire complexe et parfois douloureuse qui est posée. Il s'agit d'apprendre des informations sur cette région du monde et sa période sous domination française. Mais c'est aussi éduquer le regard à l'architecture et la compréhension de ces strates, saisir au travers de cette métaphore ludique que bien des bâtiments ont vécu des usages différents, ont revêtu des sens variés pour les populations et ont été transformés physiquement selon les aléas de l'histoire. De nos jours, ce patrimoine, aussi complexe soit-il, est menacé dans son existence. Le jeu se propose de sensibiliser à ces thématiques. Avec Fantôme Apprenant, game designer qu'on retrouve encore cette année, Yumi programmeuse, Credo Dosu en artiste avec Kevin Guillaume, Aurélie Moiroux en sound designer avec Peter Wojtek et Sébastien Vernet en historien pénible, lol. Ah merde, mais Colonistrat il fonctionne pas en... Il est pas en ligne. Il est pas en ligne et... Ouais, télécharger vite fait. C'est pour vous, hein. C'est pour vous que je le fais. En espérant qu'il fonctionne, parce qu'il buguait un peu, il me semble. Non, il fonctionne, c'est bon. Par contre, niveau son, on est comment là? C'est bon. Faites un glisser-déposer avec votre souris pour placer des bouts. Confirmez vos choix après avoir placé ces bouts. Après avoir confirmé vos actions en fonction de celles-ci, des événements différents pourront intervenir. 1750. 1750. Cœur urbain de 20 000 âmes, le roi Nguyen vous demande de bâtir une maison communale ou din. Le din est un lieu de réunion des notables locaux. Utilisez les matériaux traditionnels qui feront la fierté de notre culture ancestrale pour construire ce din. Vous devez au moins mettre chaque compartiment une fois. Donc moi je mets ça. Ah oui, on peut pas les enlever. Ah, j'ai fait un truc moderne. Bravo! Bravo, Saïgon, gros bourg urbain conquis par la dynastie Nguyen au XVIIe siècle, devient un gigantesque carrefour stratégique et économique au XVIIIe. Les maisons communales dignes sont des lieux de réunion pour notables locaux pour gérer la collectivité. Un siècle plus tard, 1873. Depuis 1859, la ville est sous autorité française suite à l'échec de la prise de la capitale impériale de Hué. Ayant attaqué la queue des dragons, les Français prennent le territoire qui devient une colonie en 1863 sous le nom de Cochinchine. Le bourg urbain s'est agrandi et attire des convoitises de ces maudits longs-nez français. Ces derniers nous imposent leur contrôle et souhaitent la construction de nouveaux bâtiments, comme une mairie dans leur pseudo-colonie de Cochinchine. Vous avez été missionné pour effectuer cette tâche et votre din doit grandir. Utilisez des matériaux disponibles et montrez le talent de nos artisans. On va faire quelque chose de très moderne. On va aller sur quelque chose comme ça. On pourrait faire un... Ah non, c'est ça pour en haut. Regarde ma chérie. C'est magnifique. Ah, la France. La France, pas du général de Gaulle, du coup. Oh! Oh, ça ressemble pas! Félicitations pour votre choix, vous avez satisfait le pouvoir colonial en place. Votre projet est accepté. Ce projet laborieux débute en 1873 à Saïgon et devient la vitrine du pouvoir et de la prise de possession du territoire par les colonisateurs.
Bravo! Nous sommes en 2022, votre bâtiment qui mêle les influences a survécu au chaos de l'histoire et de ses influences contradictoires. Il porte une strate d'un passé lointain, d'un patrimoine aussi douloureux soit-il, mais notre ville manque de place. À quoi bon conserver ces blessures face aux besoins réels de notre population? Votre bâtiment se trouve sur le futur tracé du métro de notre mégapole, il faut faire un choix. Faut-il le détruire ou bien le préserver? Eh ben on recommence. Ouais, il est court. Il est court, donc c'est pour ça que... voilà. Il est court, mais il amène bien le sujet. Un défaut, j'aurais peut-être fait en sorte que l'ancienne architecture reste et remplacer l'ancienne par la nouvelle. Du coup, que le bâtiment qu'on a fait, on le garde et en fait, on le modifie. Mais bon, après, c'est peut-être un détail du coup. Allez, on fait le prix du public ex decreto. Je rush un peu, hein, mais parce qu'il est bientôt minuit là. Donc ex decreto dans sa version Game Jam. Oh, j'avais pas vu, ils ont mis leur petite interview, dis donc. Ils ont mis l'interview de Gonel et de Louis. Ça, c'est de la mise à jour, ça, c'est bien, ça, c'est... 1er siècle après Jésus-Christ, vous êtes gouverneur d'une province récemment conquise par Rome, la Dalmatie. Une partie de votre territoire reste particulièrement instable. Vous devez régler rapidement la situation pour éviter un soulèvement. Rendez la justice de façon avisée afin de maintenir la paix et d'affirmer la domination romaine. Vous avez 5 jours. Ex decreto vous fait incarner un gouverneur de province avec les tâches qui lui incombent et qui lui décombent. pardon pour la ref. Et notamment la gestion de la justice. Ces magistrats avaient un rôle crucial pour maintenir la paix sociale dans les régions qu'ils gouvernaient. Ils devaient veiller à ce que l'autorité roumaine et ses lois soient observées, tout en prenant soin de respecter les prérogatives et coutumes locales qui existaient avant la conquête romaine. Mais gardienne de la paix avant tout. Le joueur doit rendre son jugement sur les affaires qui lui sont présentées. Il doit mener une enquête minutieuse afin de déterminer qui est coupable. En déchiffrant des textes de loi, en prenant connaissance des preuves qui lui sont apportées et en écoutant ses conseillers. Il pourra élucider les affaires qui lui sont présentées. Attention toutefois à ne pas faire trop d'erreurs au risque de voir les habitants se rebeller. Jusque-là, tout est clair. Nouvelle partie. Bon, ça, c'est... on vient de lire. Oh là là, mais rien que ça, j'adore. Donc on a accès au manuel du gouverneur, on a accès au rouleau des lois, on a accès au traité des arpenteurs, tout ça. Juger, appuyer sur E et appuyer sur E, ok. Ah oui, puis on a les juristes aussi. On a le conseiller politique, le juriste et les représentants des dravars. Regarde, on peut faire la toupie aussi. Et ça, c'est beau. Ok, juger. Alors, on a le fisc mis en cause, le Sextus Coelius, représentant de la cité de Corinium. Par contre, c'est un jeu où il faut lire. Hein. Le procurateur de l'empereur, Axius Aelinus, donc celui qui est à droite, nous a spoliés. Il a prétendu à la levée d'un nouvel impôt afin de nous extorquer de l'argent. Pour preuve, voici les témoignages et attestations apportés à l'écrit des membres les plus influents et dignes de notre cité, ainsi que le mien que je porte aujourd'hui devant vous. Et Axius Aelianus, procurateur du fiscus impérial, nous dit « Cher gouverneur, je suis devant vous aujourd'hui comme représentant de notre empereur bien-aimé. Jamais au grand jamais je n'oserais déshonorer notre grande cité en détournant de l'argent. Je me mets à votre pleine et entière disposition. Interrogez mes amis, mes proches, ils vous diront que je suis incorruptible. Si leur témoignage ne vous suffit pas, je présente devant vous les comptes du fisc afin que vous puissiez les consulter. » Registre du fiscus. Et Sextus Coelius, il a payé combien là? Attends, mais il a même pas payé. Témoignage. Moi, Caius Marcellus, atteste avoir payé 4000 sesterces au lieu de 3500 habituels. Caius Marcellus. 3500. 4000. Donc c'est vrai que les chiffres correspondent. Lucius Metellus. Lessius Metellus. Atteste avoir payé 1600 sesterces au lieu de 1200.
Lucius Mitilius c'est 2400 mec hein. Ah non c'est bon, Lucius... Il est où? Ok, bon. Là il nous faut... C'est une affaire de fils, traité des arpenteurs non, les rouleaux de la loi... Propriété des placements, loi de réparation, loi sur l'assignation des terres, loi sur les sentences, sur l'adultère... Bon, c'est pas là. Manuel du gouverneur. Le droit tire son nom de la justice ou suivant... non, on s'en fout. Ah, ça avance. Le gouverneur a une juridiction absolue, ainsi il est en charge de toutes les choses qui sont jugées à Rome ou par les magistrats ou extraordinairement. Seuls ceux qui gouvernent en province entière ont le droit de mettre à mort. Il ne peut rien arriver dans la province qui ne soit de son ressort, il s'agit cependant... S'il s'agit cependant des finances, dont la connaissance appartient au procurateur du prince, il ferait mieux de s'abstenir d'en connaître. Je cherche des trucs en rapport avec le fisc, mais... Là, il n'y a rien. Juriste. Ok. Alors... Les affaires du fisc qui ne sont pas de votre ressort, vous rejetez la plainte. Les magistrats romains ne peuvent être remis en cause face aux habitants de la province. Vous jugez Axius et Aelius innocents et donnez une amende? Non. Vous pensez qu'il y a détournement de fonds, vous punissez Axius. Vous pensez qu'il y a détournement de fonds, vous faites arrêter Axius et Aelius et le renvoyer pour être jugé à Rome devant un tribunal impérial. Oh bah, techniquement, j'ai lu que le fisc, voilà. Ainsi, il est en charge de toutes les choses qui sont jugées à Rome ou par le magistrat. Bah là je mettrais que techniquement les affaires du fisc c'est pas mon truc. Mais est-ce que le fisc c'est vraiment les finances? Attends c'est le... Vous pariez quoi vous? J'hésite entre le 1 et le 4. Pour moi, il est coupable. Pour moi, il y a des tournements de fond, mais non, je crois que... Par les pouvoirs qui me sont concernés, ne sont pas de votre ressort, vous rejetez la... Mauvaise réponse. Vous n'êtes pas habilité à entrer dans les détails des affaires fiscales. Certes, mais l'affaire concerne ici le comportement d'un magistrat romain qui opère dans votre province. Vous devez donc vous assurer qu'il n'y a pas de malversation. Ok. Bah, tu vois, j'hésite entre 1 et 4, c'était à 4. Meurtre d'un déserteur. Cet individu est un déserteur. Il avait fui les combats lors des affrontements qui nous ont opposés à la puissance romaine. Revenu tel un lâche une fois la paix acquise, son crime ne pouvait rester impuni. Selon nos lois, il mériterait la mort. Ah oui, c'est un dravard. Mon frère, enfin revenu dans son foyer après les guerres qui ont secoué notre belle contrée, a été honteusement traîné dans la boue puis jeté dans la fange avant d'être égorgé par des aînés de notre peuple. Je demande réparation et justice pour mon frère. Je vais aller voir le mec des dravards là. Dans ces contrées, on peut aussi accuser devant le conseil public et y poursuit les affaires capitales. Les peines varient selon les délits. On pend à un arme les traîtres et ceux qui sont passés à l'ennemi. Les lâches, ceux qui fuient les combats ou qui dégradent leur sexe, sont plongés dans la fange d'un bourbier et noyés. Cette diversité de supplices tient à l'opinion qu'il faut, en punissant, montrer le crime et cacher l'infamie. Parce que là, je peux faire quoi? La décision prise par les Dravars respecte le droit local. Rome est un ardent défenseur de la liberté et ne reviendra pas sur sa décision. Cette affaire concerne le peuple des Dravars. Elle n'a rien à faire avec celle de... Elle n'a rien à faire dans cette cour. L'affaire est rejetée et ne sera pas traitée. La plainte de Gentius est légitime. Le peuple des Dravars, représenté par les anciens, ici présents, doit châtier les coupables et donner réparation à Gentius. C'est quoi le truc par rapport au droit...
À défaut des lois écrites, on doit observer ce qui est introduit par les lois locales. À défaut, les lois locales, on doit consulter qui a coutume d'être observé dans les cas semblables. Si on n'y trouve pas de quoi se décider dans la coutume de Rome, la coutume de Rome ne doit être employée. La loi de Rome n'est employée que dans les affaires capitales si les administrés sont libres d'appliquer leurs lois locales. Lorsque quelqu'un s'appuie sur la coutume d'une ville ou d'une province, je crois qu'il faut examiner d'abord si la coutume alléguée a été confirmée. Bah, je crois que j'aurai pas de réponse là. Mauvaise réponse. Oh, je suis nul. Mon dieu. Mauvaise réponse. Les Dravars ont certes une loi locale qui les autorise à mettre la mort à des déserteurs, mais ils dépendent maintenant de l'autorité romaine. Le pouvoir de mettre à mort est uniquement détenu dans les provinces par vous, le gouverneur. Vous ne pouvez pas laisser passer cette transgression. Il faut punir les coupables afin que personne n'ose dans le futur mettre à mort. Ouais, d'accord. Je suis mauvais. Valerius Valens, vétéran de l'armée romaine, agriculture. Je cultive une terre qui m'a été cédée par l'État romain. En voici la preuve, montre de contrat. J'ai donc complètement le droit de l'exploiter. Oh. Non mais là en fait à minuit, quasiment minuit. C'est trop dur de réfléchir là. C'est vrai que c'est pas le bon bail de le faire maintenant ça. Je cultive une terre qui m'a été cédée par l'État romain. En voici la preuve, montre son contrat. J'ai donc complètement le droit de l'exploiter comme je l'entends. Néanmoins, les habitants de la cité d'Ancium ont détruit une partie de mes cultures en faisant passer leurs bêtes et leurs charrettes de force. Je demande réparation. Valerius Valens bloque le passage de la voie qui relie la cité à l'arrière-pays. Il a mis une culture le chemin, les charrettes et les hommes ne peuvent plus passer. C'est toute une économie locale qui s'en trouve perturbée. Nous souhaitons qu'il libère le chemin. Le terrain a été cédé... Valerius Valens peut l'occuper comme il l'entend. Le terrain a été cédé, Valerius Valens peut l'occuper comme il l'entend. La cité doit rembourser les dégâts. La cité doit racheter la terre si elle souhaite pouvoir circuler. Valerius Valens est en tort, la cité peut circuler sur la voie. Valerius Valens est en tort, la cité peut circuler sur la voie et il doit dégager la voie à ses frais. Donc là c'est le terrain de... là c'est les arpenteurs je pense. Exploitation des terres non cultivées. En ce qui concerne les territoires non attribués qui n'ont pas de propriétaire, certains ont concédé ces terres aux cités, et c'est pourquoi ce litige est toujours engagé par la cité. Car pendant une longue période, le temps, les possesseurs voisins qui profitaient du fait que le sol n'est pas travaillé ont envahi ces lieux vacants. Et pendant une longue période de temps, ils les ont réunis à leurs terres en toute impunité. Même si c'est tardivement que ces nombreuses cités ont repris l'exploitation de ces terres, les sommes qu'elles ont ainsi apportées en étant exploitées illégalement ne sont pas négligeables. La plupart des controverses de propriétaires sur la sorte de droit, sans besoin de faire appel à un arpenteur pour de nouveau mesurer leur étendue, sauf s'il s'agit de savoir jusqu'où va la propriété, les lieux laissés libres après la cession des terres s'appellent par exemple dans d'autres territoires les communaux ou indivises. Ces pâturages ont souvent été donnés à des personnes ou communautés précises, mais ils sont souvent envahis par des puissants qui les cultivent. Il n'est pas légal de les utiliser pour un autre emploi. Le droit a plus de pouvoir que l'art de l'arpenteur dans ce domaine, car il s'agit d'une controverse sur la propriété et non sur la superficie. Il est inutile d'envoyer un expert sur place. Ok, mais de toute façon on ne propose pas d'envoyer un expert, donc c'est pas ça. Le sol d'une voie privée appartient à un individu, le droit de se déplacer comme de conduire une charrette appartient à tous. Ce qui est vendu doit être mesuré avec le terrain... ouais mais non. Loi des sentences sur l'adultère. Non. J'ai envie de te dire... Je ferai ça.
Bonne réponse, oui, pour une fois. Valerius Valens est en tort, le droit romain sépare bien la possession de la terre du droit de passage. Les vétérans doivent maintenir l'état de la voie qui passe sur ces terres et permettre à tous ceux qui y souhaitent d'y circuler. Ayant encombré le chemin, il doit rétablir le passage en nettoyant la route à ses frais. Yes! Bon! Jour 3? Non. Popilius. Il a rendu ma chèvre malade. Bonne nuit Astro. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Mais je pense que de toute façon ça va être bientôt la fin. Un petit passage sur la jam et je pense qu'on s'arrêtera là. J'aurais pas eu le temps de tester une histoire de nation mais... Ou alors je le fais vite fait avant de me déco je pense. Il a rendu ma chèvre malade. Regardez, elle est là toute maigre. C'est de sa faute. Il lui tournait autour le mois dernier et le résultat, le voilà. Même pas vrai, c'est lui qui a rendu malade ma chèvre lorsque je suis venu la vendre au marché la dernière fois. Regardez, elle ne ressemble plus à rien. Vous faites tuer les deux chèvres et renvoyer les paysans de leur champ. Cette affaire n'est pas digne de votre statut. Vous déléguez à l'un de vos conseillers. Ouais, je délègue. Parfait. Popius. Membre des Dravars. Cher gouverneur, je viens ici devant vous car un grand crime a été commis. Mon beau-père a offert refuge à ma femme, sa fille qui m'a trompé. Il s'agit d'une femme adultère. Je l'ai surprise au lit avec un autre. Je demande à ce qu'elle me soit rendue sur le champ. Ma fille Poupilla, ma chère fille, a été honteusement molestée par son mari. Il l'a rasée, battue et au comble de l'humiliation, il l'a jetée nue hors de son foyer. Je vous demande justice au grand légat de Rome afin que ma fille récupère sa dignité. Donc je peux faire quoi? Si on se réfère à vos lois, Poppius avait le droit de punir sa femme, les affaires de foyer ne seront pas troublées par Rome, Poppius est libre, il peut récupérer sa femme. Si on se réfère à vos lois, Poppius avait le droit de punir sa femme, les affaires de foyer ne seront pas troublées par Rome, Poppius est libre, mais sa femme ne reviendra pas au foyer. Ah. Selon les lois de Rome, seul le père peut punir sa fille, Poppius sera condamné à être battu par son acte. Poppius avait le droit de punir sa femme, il peut se retourner contre l'amant de sa femme. Oh. Très peu d'adultères se commettent dans une nation si nombreuse et le châtiment qui suit de près la faute est laissé au mari. On rase la coupable et on la dépouille et en présence des parents, le mari la chasse de sa maison et la poursuit à coups de bâton dans tout le village. Elle n'est plus autorisée à revenir dans son foyer. Oui, mais... Attends, c'est où que c'est marqué pour le droit locaux? Non, ça va pas être là, ça va être dans les lois de Rome du coup. C'est ainsi qu'on porte plainte. Devant un magistrat, on déclare qu'en vertu de la loi Julia sur les adultères, on accuse sa femme, donne le nom de la ville, la localisation de sa maison et la date. Il faut déclarer le lieu où l'adultère a été commis et la personne avec laquelle il a été commis. Car cela est ordonné par la loi Julia des jugements publics et en général pour tous ceux qui intentent une accusation. Mais on n'est pas obligé de désigner le jour ni l'heure. Si le mari et le père de la femme se présentent en même temps pour accuser la fille et femme, qui doit-on préférer? Il est plus naturel que le mari soit préféré, car il est à croire qu'il suivra l'accusation avec une colère moins retenue et une plus vive douleur. À tel point que, quoique le père ait porté une accusation, si le mari n'oublie rien, ne retarde pas le procès, mais ne prépare à accuser et établir ses preuves... Pour un adultère, le droit de tuer est accordé au père dans sa maison, même si sa fille n'y habite pas, ou dans la maison de son gendre. Donc là c'est le père, donc c'est nos lois, c'est le père. Oh. Que de fautes de jugement, il faut avoir plus de discernement et respecter les lois. Vous échouez à rendre la justice et être rappelé à Rome par l'empereur. Merde, j'étais sûr d'avoir juste. Là, c'est trop tard. C'est trop tard pour jouer à jeu. Non, clairement, c'est trop tard, j'ai plus de cerveau là. Tant de cerveau disponible, échoué là. Allez, pour Paquet de Jaloux, je lance une histoire de nation qui est le grand prix de la Game Jam 2022.
Ce jeu s'appuie sur le sujet de thèse de Pierre que nous avons entendu en tout début de Game Jam. Nous avons décidé de réaliser un jeu sur les deux nationalismes chypriotes irréconciliables. Aussi, ce jeu s'inscrit dans un thème de la Game Jam 2022, blablabla. Chypre, c'est le soleil, la mer et le sang. Voilà bientôt 50 ans qu'aucune solution n'est trouvée au conflit entre les nationalistes chypriotes grecs et les nationalistes chypriotes turcs. Un pays aux deux visages irréconciliables. Vous êtes un journaliste nationaliste et devrez rallier les membres de votre parti pour les mener vers la victoire. Mais votre arme ne sera autre que le pouvoir des mots et des médias. Rédigez la une des journaux en choisissant minutieusement les mots que vous utiliserez. Ceux-ci ont un impact direct sur l'opinion publique. À cela s'ajoute l'état des finances du journal dont les ventes n'augmentent qu'en donnant au public ce qu'il veut entendre. Attention à la banqueroute. Tac tac tac. Gameplay, le jeu se joue uniquement à la souris, tout ça. Avant de travailler pour la Gazette de votre organisation nationaliste, vous écriviez des manuels d'histoire. La manière dont vous décrivez la prise de l'île par les Ottomans à l'été 1571 déterminera si vous êtes grec ou turc. Au fil du jeu, votre journal devra narrer les événements clés de l'histoire de Chypre. Lourde responsabilité que de raconter votre version des faits. Parmi ces événements, vous pourrez retrouver la formation de l'EOKA, puis de la TMT, les groupes paramilitaires nationalistes principaux de l'île. Vous devrez également raconter votre version de la suite d'événements dramatiques tels que le Noël sanglant de 1963. Quel sera l'impact de vos mots sur le déroulement des événements? À vous de le deviner en jouant à Une histoire, deux nations, un jeu à fin multiple. Développé par donc Pierre Lemuel, doctorant à l'origine, FK en game designer, Maeva B en game art avec Clément, Julien et Jacques à la programmation et Vincent Rigolo en sound design et musique. Et c'est parti. Malgré une histoire millénaire de mixité et de lieux d'échange, l'île de Chypre a été le théâtre d'une montée rapide et extrême du nationalisme au milieu du XXe siècle. Ce jeu te place au cœur de ce contexte historique, en plein développement de la pensée nationaliste. Prends part à l'histoire qui se construit, défends ta version des événements, défends ton histoire, défends ta communauté. Attention, certaines images d'archives peuvent choquer. Tu es journaliste d'un journal propagandiste et pour chaque événement clé de l'histoire de Chypre, tu vas devoir rédiger un titre à la une. Chaque une se divise en 4 morceaux de phrases. Clique sur chacun d'entre eux pour voir les choix qui te seront proposés. Puis clique sur l'élément de langage que tu comptes utiliser pour ta une. Une fois tes choix faits, envoie ta une à la presse pour valider. L'île de Chypre a été contrôlée par beaucoup d'empires et de royaumes à travers les âges. Son histoire a été écrite et réécrite, remontant à l'âge du bronze parfois pour y trouver les racines proprement grecques, ou au XVIe siècle avec l'implantation d'une administration ottomane turcophone et musulmane. Quand t'es sorti de l'université, tu as participé à la rédaction de manuels d'histoire. En introduction de la partie sur la période ottomane de ton île, tu as écrit. Donc, à l'été 1571, l'Empire ottoman envahit l'île de Chypre et y installe une administration turque. Non, je reste sur ottoman. Je vais dire prend le contrôle de l'île de Chypre et y installe une administration turque et impose... Chypre devient une colonie... du coup, j'ai perdu 2000 balles. 2000 balles! Chypre devient une colonie de la couronne britannique. L'Empire britannique obtient sa dernière colonie. Après avoir été sous protectorat britannique depuis 1878, puis complètement annexé en 1914 lorsque l'Empire ottoman a rejoint les puissances centrales, Chypre est maintenant pleinement intégré à l'Empire. Sir Malcolm Stevenson en devient le premier gouverneur. Les Britanniques ne sont pas prêts de lâcher ce petit bout de paradis, idéalement situé pour protéger le canal de Suez et le reste de l'Empire. Selam Niazi. Tu es un jeune chypriote fièrement turc depuis des générations et tu viens de te faire recruter par le Militseki Gazetesi, le journal de l'organisation nationaliste chypriote turque dont tu fais partie. Tes amis et collègues comptent sur toi pour tenir les membres de l'organisation et leurs familles correctement informés sur les événements que traverse notre pays en ces temps troublés. Tout le monde espère que la voix de votre journal pourra inspirer tous les chypriotes turcs de l'île. Mars-avril 1955. Une série de 18 attentats secoue l'île de Chypre. Georges Grivas, dont le nom de guerre est Digenis, vient de fonder l'EOKA, une organisation qui vise à gagner l'indépendance par la force pour ensuite faire l'union avec la Grèce. Les Chypriotes grecs... merde, je suis du côté des Turcs. Des indépendantistes.
Forme le OKA sous la direction avisée du héros, non. Avec de l'argent et des armes grecques, sous l'impulsion du vétéran de la campagne de Grèce. Ouais, du coup, des indépendantistes. Non, j'ai indépendantiste. Groupe terroriste, organisation militante et paramilitaire, milice violente, organisation de résistance armée, groupe terroriste. Oh, groupe terroriste, c'est bien. Pour résister à l'occupation britannique et obtenir l'indépendance de Chypre. Pour exterminer la population chypriote turque et imposer la suprématie grecque de l'île. Ouais, c'est bien ça. Ah. Ah si, c'est bien, c'est bon, je suis bon niveau fortune. Fondation de la TMT. Rauf Denktaş, nationaliste chypriote turc convaincu, vient de fonder le TMT pour regrouper et armer avec l'aide de la Turquie les chypriotes turcs. Sa milice d'autodéfense prend les armes pour contrer l'EOKA et imposer la séparation des communautés Taksim plutôt que l'union avec la Grèce. Les chypriotes turcs forment la TMT sous la direction avisée du militant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez facile ça. Du coup, c'est pas groupe terroriste. Groupe d'autodéfense armée. Pour se défendre face aux attaques de l'EOKA. Pour défendre les intérêts des Chypriotes turcs dans un contexte de montée des violences intracommunautaires. Non, je pense que c'est bien ça. Ah, pas ouf, j'ai pas bien réussi mon coup là. Indépendance de Chypre. La République de Chypre est fondée. Ses institutions politiques et juridiques sont divisées ethniquement avec des quotas de représentation de chacun des deux communautés. Le traité qui lui donne son indépendance a été signé par les représentants des deux communautés, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie. Noël sanglant et le début des violences. L'étincelle qui a déclenché les violences intercommunautaires à Chypre en cette période de Noël n'est autre qu'un contrôle de police. La police chypriote grecque a arrêté et commencé à fouiller les passagers chypriotes turcs d'un taxi. Le ton est monté et des coups de feu ont été tirés. Bilan, 2 chypriotes turcs morts, 1 chypriote turc et 1 chypriote grec blessés. Après un contrôle de police, après des provocations, des officiers de la police de Chypre, des policiers chypriotes grecs, ont ouvert le feu et blessé mortellement, ont assassiné froidement, un groupe de jeunes chypriotes, un groupe de jeunes délinquants, d'innocents chypriotes turcs. Ouais, d'innocents, ça je pense que c'est bien. Là on est bien orienté là. La guerre civile. Les Chypriotes turcs quittent toutes les institutions de la République de Chypre et commencent à fortifier leurs quartiers et villages. Les troupes de l'EOKA-B, héritières de l'EOKA, commencent à assiéger ces quartiers et villages. Coup d'état à Chypre. La garde nationale chypriote, dirigée par Nikos Samson, membre de l'EOKA-B, pendant les violences intercommunautaires et soutenue par la junte militaire en Grèce, fait un coup d'état. Elle vient d'attaquer le palais présidentiel, mais le président Makarios III a pu s'échapper à temps. Les putschistes demandent l'union immédiate avec la Grèce. L'opération Attila I. En réaction au coup d'état du 15 juillet dernier, l'armée turque vient de lancer l'opération Attila I. Elle a débarqué à Kyrenia et en quelques jours a établi un cordon jusqu'au quartier chypriote turc de Nicosie Nord. La Turquie justifie cette opération en s'appuyant sur le traité de garantie de 1960 qui lui donne le droit d'intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel brisé par le coup d'état de Samson et en argumentant qu'elle protège la population chypriote turque des violences subies depuis 1964. Ah, ce jeu parle beaucoup trop. Dans le but d'annexer toute l'île. Dans le but de faire disparaître... Ouais, c'est ça. Dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel, protéger les Chypriotes turcs et établir une présence militaire durable.
Ouais, pas bon. Ah, j'ai perdu de l'argent. Attila II, la Turquie, la République de Chypre et l'ONU ne sont pas parvenus à un accord. L'armée turque vient de lancer Attila II, visant cette fois à conquérir le tiers nord de l'île. Elle avance rapidement et le 16 août, la séparation entre nord et sud est claire. Le Taksim vient d'être appliqué par la force. Chaque partie est devenue ethniquement homogène suite à du nettoyage ethnique de part et d'autre. Le nombre de victimes varie, mais on estime à 60 000 chypriotes turcs et 200 000 chypriotes grecs contraints à la fuite, des centaines de victimes civiles retrouvées dans des fosses communes suite à des massacres, des actes de viol systématiques et 1500 personnes déclarées disparues dans les deux communautés. L'armée turque et les paramilitaires chypriotes turcs, les Grecs, font un nettoyage ethnique violent, meurtre violent contre les Chypriotes turcs. Pour imposer une situation ethnique, ouais. Ça, c'est bien à l'encontre des Grecs, ça. C'est pas ouf, hein. La ligne verte. La conséquence majeure des opérations militaires turques, c'est la séparation concrète de l'île en deux parties séparées par un no man's land surveillé par l'ONU, la ligne verte. La naissance de la RTCN. Rauf Denkats, fondateur de la TMT, vient de proclamer la création de l'indépendance de la République turque de Chypre du Nord. La RTCN s'organise avec ses propres institutions politiques, juridiques et économiques. Seule la Turquie reconnaît la RTCN. Ben, le héros proclame la création, déclare illégalement, non, se met en dehors du droit, décide d'imposer, non, proclame la déclaration. Hein. Ok, pour imposer la conquête, non, c'est pas assez nationaliste, pour enfin être maître de leur destin sans influence, pour acter la séparation voulue, pour s'organiser dans des institutions. Donc là, je vais passer à moins 1000. Chypre aujourd'hui, réel. L'île de Chypre est encore divisée. Le président de la RTCN, aidé par la Turquie d'Erdogan, est issu du parti nationaliste de Rauf Denktaş. Au sud, l'élection présidentielle de 2023 ne présage aucune évolution de la situation. Voilà maintenant 4 ans que les dernières négociations pour tenter de réunifier l'île n'ont rien donné. Le récit nationaliste reste le seul qui éclaire la situation à Chypre et bloque depuis bientôt 50 ans toute solution pacifique pérenne. Merci d'avoir joué à Une Histoire de Nation, un jeu pédagogique sur la réécriture de l'histoire à des fins nationalistes. N'hésite pas à rejouer pour découvrir le côté opposé de l'histoire que tu viens de vivre. Tu as découvert une des 9 fins possibles. Il est très bon, il est trop verbeux, mais ça, c'est une habitude, de certains participants de la jam. Il est très 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 verbeux, mais le gameplay est puissant. Le gameplay est puissant et le message il passe bien. Il passe bien. C'est un bon jeu d'éducation aux médias, pour le coup, d'éducation aux médias et à l'information. Dans un contexte en plus très particulier qui est Chypre. Donc voilà, c'était Une Histoire de Nation, le gagnant du Grand Prix de la Game Jam. Donc pour rappeler et pour rappel, l'an dernier, Une Histoire de Nation, Grand Prix du jury de la Game Jam, ex decreto, prix du public de la Game Jam, Colonistrat et Pour le Roi ont eu des mentions spéciales pour leur côté pédagogique ou leur gameplay intéressant et innovant. Donc on aura retesté les 8 jeux de la Game Jam 2022, peut-être avec un peu plus de difficulté vers la fin, parce que voilà, ça va faire bientôt 9 heures que le live a commencé et que la Game Jam officiellement a été lancée. Ce que je vous propose